Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment investir de manière rentable dans l'immobilier à Brest. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un investissement rentable? Déjà, ça passe par un emprunt à 110%. Donc, un emprunt à 110%, c'est-à-dire qu'on emprunte la totalité du projet immobilier à la banque. Coût d'achat, frais de notaire et frais de travaux. Vous avez donc une mensualité à rembourser tous les mois à la banque. Cette mensualité doit être payée entièrement par le ou les loyers. Ces loyers doivent permettre aussi de payer les charges d'exploitation du bien comme la taxe foncière, les charges de copropriété, les futurs travaux, etc., etc. Donc, l'objectif, c'est d'atteindre au minimum l'autofinancement, c'est-à-dire avoir des revenus égaux aux dépenses et ainsi avoir une opération nulle. Les meilleurs investisseurs arriveront même à avoir des revenus supérieurs aux dépenses. On parlera alors de cash flow positif. Concrètement, ça veut dire que vous gagnez de l'argent tous les mois grâce à votre investissement immobilier. Donc, à Brest, j'ai identifié 6 étapes pour la suite de notre étude. Première étape, ce sera l'étude de marché de la ville de Brest. D'accord ? Ensuite, ça sera l'estimation des loyers pratiqués à Brest pour savoir combien on va pouvoir louer notre investissement immobilier. Troisième étape, ce sera la sélection d'un bien actuellement à vendre sur le marché à Brest. Donc une étude avec des cas concrets, des cas réels. Ensuite, ça sera l'estimation rapide du rendement pour savoir si oui ou non le bien sélectionné semble intéressant et si ça vaut la peine d'aller plus loin dans nos calculs. La cinquième étape, ce sera les calculs des mensualités du crédit, ce qui va nous permettre de savoir si on est à l'autofinancement, cash flow négatif ou cash flow positif. Et la sixième et dernière étape, pour moi la plus importante, c'est l'utilisation de mon calculateur personnel de rentabilité. Donc ça veut dire qu'on va renseigner toutes les informations liées au bien immobilier. Je pense surtout à la partie financement, à la partie aussi charges d'exploitation, frais d'agence, charges de copropriété, assurance propriétaire non occupant, etc., etc. On va aussi pouvoir faire différents scénarios pour savoir à quel prix acheter pour atteindre l'autofinancement ou à quel prix acheter pour avoir 250 € de cash flow. Voilà. On va commencer tout de suite par la première étape et la prise d'information sur la ville de Brest. Donc, je vais commencer quand même par une petite précision. Il faut savoir que la ville de Brest est dans le top 30 des villes de France les plus peuplées de France. D'accord ? Ça signifie qu'il y a un nombre d'habitants très important et qu'il y a un marché locatif pour à peu près tous les types d'exploitation. De la location classique à une famille, jusqu'à la location pour des étudiants et aussi de la location courte durée, plutôt pour des vacanciers. Alors, tout d'abord, j'aime bien connaître le nombre d'habitants dans une ville. Donc, vous pouvez taper Brest Wikipédia pour avoir l'information. Ouvrez la page Wikipédia. Donc, lisez aussi la page Wikipédia, c'est un très bon moyen d'en apprendre beaucoup en peu de temps sur une ville. Donc, on apprend que c'est la 25e commune la plus peuplée de France, avec 140 000 habitants. Et une métropole de 209 000 habitants, ça c'était en 2017. C'est la première agglomération de l'Ouest breton et la seconde région de Bretagne après Rennes. Donc je vais noter tout de suite cette information, 140 000 habitants. Je vous l'avais dit, top 30 des villes de France les plus peuplées, donc il n'y a pas de souci en termes de population et de marché locatif. Pour ceux qui ne savent pas où se trouve la ville de Brest, sur la carte de France, on va regarder ça tout de suite.
Tout simplement, Brest, c'est la plus grande ville de l'ouest français. On est en plein cœur de la Bretagne. Vous voyez ? Les villes les plus proches sont Quimper, Saint-Brieuc. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur ces villes. Saint-Malo également, j'ai fait une vidéo. Rennes, Lorient. Mais voilà, on est vraiment à l'extrémité de la pointe bretonne. Ok, donc d'autres points que j'ai l'habitude de regarder pour des villes aussi un peu plus petites que Brest. Donc pour Brest, on va survoler ces points. À vous après de vérifier par vous-même et regarder les informations. Ça se retrouve facilement sur Internet. Donc j'aime bien regarder le nombre d'étudiants dans une ville. Pourquoi ? Parce que les étudiants sont des très bons locataires. Parce que ce sont les parents qui payent le loyer tout simplement. Donc vous avez un risque d'impayé très très faible comparé à la location à une famille. Et deuxièmement, c'est aussi des très bons locataires. Vous aurez peu d'ennuis avec des étudiants parce qu'ils ont une situation simple, ils savent qu'ils sont là pour leurs études, pour 1, 2, 3 ans, et donc ils ne vont pas chercher les problèmes. Ensuite, pour ceux qui sont intéressés par de la location courte durée, la location saisonnière, n'hésitez pas à regarder le nombre d'hôtels dans une ville ou dans un quartier. Ça va vous aider à découvrir un marché locatif. Pourquoi je dis ça ? Parce que les hôtels font des études bien plus approfondies que nous. Et donc si ils ont décidé de s'installer à un endroit, c'est qu'il y a un marché locatif qui est présent. Donc c'est un bon indicateur, un bon indice. Ensuite, il y a les hôpitaux et les grandes entreprises. On oublie souvent, mais il y a énormément de personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Donc pourquoi pas sélectionner un bien qui est à proximité d'un hôpital pour viser en fait les gens qui y travaillent à l'intérieur de sa location. Hein. Pareil pour les grandes entreprises. Si une entreprise emploie 10, 15, 20% de la population de Brest, bah pourquoi pas cibler les salariés de cette entreprise et du coup se placer à côté de l'entreprise. Pour les transports, je regarde plutôt les transports en commun. Ça va être pour les jeunes diplômés, les jeunes salariés et les étudiants. Hein, les étudiants, les jeunes salariés ont besoin de se déplacer à n'importe quelle heure et à peu près partout dans la ville. Donc ça peut être un plus vraiment de sélectionner un bien à côté des transports en commun. Est-ce qu'il y a un tramway à Brest ? On va regarder ça tout de suite. Alors oui, complètement. Il a été mis en service en 2012. On a 28 stations et apparemment on a une ligne. Donc ça peut être un plus d'être à côté d'un arrêt de tramway, quitte à être un peu plus loin du centre-ville, qu'un autre emplacement qui est potentiellement plus près du centre-ville, mais sans transport en commun. Et le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment de passer du temps dans la ville. Prendre le temps d'explorer par vous-même. Passer des week-ends à Brest, si vous habitez à côté ou un peu plus loin, pour découvrir qui habite dans la ville, les projets d'urbanisme, les nuisances sonores dans tel et tel quartier. Poser des questions aussi aux habitants, aux Brestois. Faites-vous passer si besoin pour un futur locataire. Et vraiment, c'est l'occasion d'en apprendre énormément sur chaque quartier de Brest. Allez, on va passer maintenant à la deuxième étape et l'estimation du loyer. Alors, vous l'avez compris, nous on veut emprunter la totalité à la banque et avoir du cash flow tous les mois. Pour y parvenir, il va falloir transformer vraiment le bien immobilier pour lui créer de la valeur, pour augmenter ses revenus locatifs. Hein. C'est la clé vraiment pour avoir du cash flow tout en empruntant la totalité à la banque. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. On peut par exemple faire de la location courte durée. On va louer à la nuit et du coup, on va louer plus cher. Ça peut être aussi faire de la division d'appartements, acheter
un grand appartement qu'on paiera moins cher au prix au mètre carré, tout en le divisant en 2 studios ou en 2 T2. Ça peut être acheter un immeuble de rapport et profiter du prix de gros. Acheter 3 ou 4 appartements d'un coup vous coûtera moins cher que 3 ou 4 fois un appartement à la fois. Et moi, j'ai même envie de partir sur de la colocation à Brest. J'aime ce système de location parce que je l'ai expérimenté dans 2 colocations déjà. Et aussi parce qu'on vise des populations intéressantes, c'est-à-dire les étudiants, forcément, on pense à eux en premier, mais il y a aussi les jeunes salariés. Et il faut savoir qu'il y a 50-50 de ces 2 types de populations dans une colocation. Donc on agrandit en fait notre champ de futurs locataires et tout ça en prenant des locataires avec des situations simples et peu de risques d'impayés. Donc la colocation, vous avez compris le principe, on achète aussi une grande surface, on va la louer à la chambre et du coup on va obtenir plus de revenus locatifs que si on l'avait loué à une famille de manière classique. Donc on va regarder les prix pratiqués en location pour de la colocation. Je vais utiliser le site Le Bon Coin. Ils ont un petit critère pour rechercher uniquement les colocations et c'est bien pratique. Catégorie colocation. On voit qu'il y a pas mal de concurrents, on a 187 résultats. C'est plutôt bon signe, encore une fois. Plus il y a de concurrence, plus ça veut dire qu'il y a un marché locatif pour de la colocation. Bien sûr, je vous laisserai vérifier par vous-même les premières étapes, tous les points de la première étape pour vérifier qu'il y a bien des étudiants et des jeunes salariés. Mais ça, j'en doute pas. Brest doit agréger, en fait, attirer vraiment tous les jeunes autour de Brest, parce que c'est la plus grande ville aux alentours. C'est pour ça que je ne m'attarde pas vraiment sur la première étape, je vous laisse faire vous-même vos recherches, mais il n'y a pas de souci. Comme je l'ai dit, il y a tous les types de locations qui sont possibles, à mon avis, à Brest. Alors, je vais ouvrir plusieurs annonces. Regardez bien le prix, s'il comprend les charges également, ça c'est important. Des fois, les propriétaires ne mettent pas les charges dans le prix annoncé. Donc, il faut rajouter 40 € quand même de charges. Donc, c'est 390 €, 3 chambres. 3 chambres et 80 mètres carrés au total. Ok. Lisez aussi les annonces en détail. Vous allez apprendre qu'il y a la présence d'une fac, par exemple, de médecine, qu'il y a un musée, qu'il y a d'autres écoles. C'est très important. Vous allez en apprendre aussi énormément en lisant les annonces. Ici, on a donc une autre colocation à 400 € tout compris. Alors, je regarde le nombre de chambres aussi. J'ai pas le détail. Donc on va juste noter 400 €, 90 mètres carrés. Alors, une autre annonce. Là aussi, il faut rajouter les charges. Donc on est à 420 € pour combien d'étudiants? 4 chambres. Donc 430 €, 4 chambres et 104 mètres carrés. Ok, une autre annonce.
Donc là, j'ai l'impression que ça va être 2 chambres dans cette colocation et 375 € de loyer. Mais il va falloir prendre à sa charge l'électricité qui est d'environ 70 € par mois. Donc on peut rajouter encore... Non, on ne va pas prendre en compte ça parce que ça va être de l'argent dépensé par le locataire, c'est pas de l'argent qui tombera dans notre poche. Donc en fait, c'est 400 € pour 2 personnes, 2 chambres et 54 mètres carrés. Et une dernière annonce, on a donc là c'est la même annonce que précédemment. Je cherche donc une autre annonce. C'était un doublon en fait avec l'annonce juste d'avant. Donc ici on est sur 350 €. Situé rue de Lyon pour ceux qui connaissent. On ne sait pas combien il y a de chambres. C'est pas grave, 350 €. « 65 mètres carrés. Ok, donc on va pouvoir faire une conclusion des loyers pratiqués en colocation. Alors, nous, on va partir sur un prix de location pour chaque chambre entre 350 du coup et 430 €. Sachant que la moyenne est vraiment aux alentours des 400 €. Bah, je vais partir sur 400 € par chambre. L'objectif c'est de ne pas prendre de risques, d'être sûr de louer à ce prix-là, histoire de ne pas fausser vos calculs. Parce que si on n'arrive pas à louer à 400 € et qu'on est obligé de louer à 350 € chaque chambre, c'est pas du tout la même affaire et nos calculs sont totalement faussés. Donc là, 400 € par chambre, en sachant qu'on va faire des travaux d'amélioration, je pense que c'est le prix du marché tout simplement. Ok, on va passer à l'étape numéro 3 et la sélection d'un bien à vendre. Donc pour de la colocation, moi je vous conseille au minimum ces 3 colocataires, histoire de rentabiliser l'espace et rentabiliser un peu les travaux qui va devoir avoir lieu. Nous on va partir sur 4 colocataires, j'aime bien ce chiffre. Certains prennent des colocations, achètent des colocations de 5, 6, 7, 8, 9 personnes. Ça c'est au bon vouloir de chaque investisseur. Donc pour avoir 4 personnes, il va falloir un bien au moins de 80 mètres carrés. On va aussi créer une deuxième salle de bain, histoire d'apporter un peu plus de confort à nos colocataires. Et on va tout de suite regarder quels sont les biens en vente, du coup, à Brest. J'utilise le site bien ici. Vous allez voir pourquoi. Tout simplement parce qu'on a l'emplacement des biens à vendre. Et ça, c'est très pratique pour gagner du temps, prioriser pour nos futures visites. Voilà. Et on peut aussi afficher le tramway. Donc c'est assez terrible, vraiment terrible. Alors, on va donc trier par surface avec un bien de 80 mètres carrés au minimum et jusqu'à 110 mètres carrés. On va regarder les appartements pour le moment. Et on va filtrer aussi par budget, histoire d'afficher les biens les moins chers déjà, parce qu'on va se concentrer sur les biens affichés les moins chers. Pourquoi ? Parce que la bonne affaire se fait à l'achat dans l'immobilier. Donc, si on peut acheter, on achète le plus bas possible. Alors, j'ai un premier bien, 93 mètres carrés. Actuellement loué. Bon, c'est pas forcément
la meilleure situation pour nous, vu qu'on a envie de faire des travaux et de transformer ça en colocation, mais ça peut se négocier par la suite, hein, le départ du locataire en place. Actuellement 3 chambres, donc il faudra créer une 4e chambre, je reviendrai dessus. Bon, on va noter 160 000 euros, 93 mètres carrés. Ok, est-ce qu'on a d'autres biens? Ah, ici on a un bien vraiment beaucoup moins cher, 117 000 euros. Donc apparemment dans le quartier Montaigne. D'accord. Ok, bon bah ça a l'air intéressant. Des charges de copropriété de 1560 euros. Bah, je vais noter 117, on peut arrondir à 118 000 euros, 85 mètres carrés. Est-ce qu'on a d'autres biens intéressants? On en a un beaucoup plus cher, hein, 165 000 euros. On peut noter aussi celui-ci. « 87 mètres carrés. Est-ce qu'on a d'autres biens? On a des biens aussi moins chers, hein, par ici, mais aussi plus loin des transports en commun. Voilà, mais à côté de l'université de Bretagne occidentale, hein, donc ça peut être intéressant aussi. Plus centré, donc ça serait plus une colocation centrée sur les étudiants. Ok, l'appartement est plutôt propre, hein. La cuisine, c'est pas mal, hein. C'est un style, hein, mais c'est pas trop mal encore. Bah, je vais noter 97 000 euros. « 102 mètres carrés. Alors là, on va faire notre choix pour la suite de notre étude, quel bien on va choisir. Concrètement, moi, j'ai bien envie de partir sur ce dernier bien qui est à côté de l'université. Alors bien sûr, il va falloir visiter le bien, hein, voir déjà le quartier, si l'emplacement nous convient, voir aussi l'agencement, s'il sera possible de créer une 4e chambre, parce qu'actuellement, il y a 3 chambres. Voir aussi si on va pouvoir créer une 2e salle de bain. Regarder le règlement de copropriété pour savoir si la colocation n'est pas interdite. Ça sont des points aussi à vérifier, mais on est à côté de l'université. Alors c'est vrai qu'on est loin du tramway, loin du centre-ville, mais pourquoi pas, hein, ça serait une colocation plutôt étudiante, hein, pour le coup. On va donc partir sur ce bien, parce que c'est aussi le moins cher, hein, tout simplement. On a déjà gagné près de 20 000 euros sur le 2e bien le moins cher. C'est comme ça qu'on a de la rentabilité, c'est en achetant le plus bas possible. Ok, donc pour la 4e étape, on va prendre ce bien et on va regarder calcul de rentabilité rapide. Donc le coût d'achat est de 97 000 euros. Les frais de notaire vont être aux alentours des 8%, donc des 8 000 euros. Le coût des travaux, là, il va falloir faire passer au moins 2 artisans pour avoir 2 devis et avoir une idée précise de l'enveloppe totale des travaux. L'idée, c'est de savoir vraiment combien ça va nous coûter en travaux. Nous, on va faire une estimation. Donc, ça va être 300 euros du mètre carré pour des petits travaux et 500 euros du mètre carré pour des plus grands travaux. Alors, ici, la cuisine, elle est un peu légère, hein, on le voit bien, il n'y a qu'un évier. J'aime bien les couleurs, un peu vif, un peu jeune, mais il va falloir refaire la cuisine. Donc une cuisine Ikea, ça est 4 000 euros minimum. Est-ce que la salle de bain existante
faut la refaire. On n'a pas de photo de la salle de bain existante. Donc dans le doute, je vais partir pour la refaire. Donc on compte aussi 4 000 €, plus création de la deuxième salle de bain, encore 4 000 €. Ensuite, on va rénover l'ensemble de l'appartement. Là, c'est dur à dire avec les photos, mais regardez l'électricité, regardez le chauffage, regardez les fenêtres et l'isolation, regardez les murs, le sol et le plafond. Déjà, ça vous donnera une idée. On était à 12 000 €, je vais rajouter 13 000 € pour arriver à 25 000 €. Je pense qu'en budget travaux, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop loin de la réalité. Ok, donc le coût total du projet va être de 123 000 € plus 8, 131 000 €. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, 131 000 €. Nous, on espère louer chaque chambre à 400 €. Donc ça va nous faire 4 fois 400 € de revenus bruts. Ça nous fait quand même 1 600 € à la fin du mois. Donc là, c'est simple, c'est regarder l'indicateur des 1%, savoir si un mois de loyer brut correspond à 1% du coût total d'achat. Cet indicateur permet de rapidement savoir si on a un cash flow intéressant et c'est un calcul facile à faire de tête. Donc là, on est au-dessus de la règle des 1%, vu qu'on pourrait aller jusqu'à acheter pour 160 000 €. On respecterait quand même la règle des 1%. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle, voire une très bonne nouvelle. Hein. Je cache peut-être un peu ma joie, mais c'est rare de respecter la règle des 1% tout de suite sans négociation. Ça, on y arrive parce qu'on a transformé le bien. Hein. Essayez de louer cet appartement à une famille, jamais vous n'arriverez à le louer à 1 600 €. Là, on augmente considérablement le loyer. Du coup, ça devient très rentable. Et on va passer à l'étape 5 et le calcul des mensualités du crédit. Donc, le coût total du projet est de 131 000 €. Le loyer estimé est donc de 1 600 €. On va prendre une marge de 30% sur les loyers pour avoir des loyers estimés nets. Pourquoi 30%? C'est ce que la banque va faire, va appliquer comme barème, parce qu'ils savent très bien que vous allez avoir des charges liées à votre bien. J'en parlerai plus tard, mais les vacances locatives, les futurs frais de réparation, travaux, la taxe foncière, les charges de copropriété, etc., etc. Donc si on enlève 450 €, on arrive à 1150 plus, on doit être à peu près à la louche à 1130 € estimés net de revenus. Calcul de tête. Hein. Donc on va voir tout de suite maintenant, si on emprunte 131 000 € à la banque, quelles vont être les mensualités à payer tous les mois. Donc pour ça, vous pouvez utiliser la calculatrice de meilleurtaux.com, très pratique. Rien à dire dessus, elle fait le travail. Donc, je vous conseillerais toujours de prendre la durée la plus longue pour un investissement locatif, la durée du prêt. Pourquoi? Pour avoir les mensualités les plus petites possibles et ainsi vous rapprocher de l'autofinancement et améliorer votre cash flow. Alors c'est vrai que le coût du crédit va être plus élevé, mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que ce n'est pas vous qui allez payer ce crédit, mais bien les locataires. Donc utiliser l'argent des locataires pour rembourser le crédit, c'est le meilleur moyen pour s'enrichir. Je le répète, mais c'est ce qu'on fait déjà en empruntant la totalité à la banque. Donc il faut passer vraiment et réfléchir dans ce sens. Le taux d'intérêt, n'espérez pas le meilleur taux proposé, parce qu'on emprunte la totalité à la banque. Donc c'est plus risqué pour elle, il va falloir faire des compromis avec elle. Donc si vous obtenez un taux de 1,8, ça sera très bien. Le taux d'assurance, lui par contre, vous pouvez avoir un meilleur taux et viser les 0,1%. Moi j'ai eu 0,07% par exemple.
Si la banque ne vous propose pas une meilleure assurance, vous pouvez faire une délégation d'assurance, c'est-à-dire prendre l'assurance ailleurs que là où vous prenez votre prêt. Donc on a des mensualités de 661 €. Donc là, le calcul est simple, c'est est-ce que les loyers estimés nets sont supérieurs aux mensualités? Avec 1130 € de loyer et seulement 660 € de mensualité, on est largement au-dessus. Ça nous fait pratiquement à peu près 500 € en plus tous les mois. 500 € en plus tous les mois, vous imaginez? Vous achetez un bien d'une valeur de 90 000 €, c'est ça? Vous achetez un bien de 97 000 €, donc qui va arriver dans votre patrimoine. Vous avez des revenus complémentaires de près de 500 €. Bref, c'est vraiment le type d'opération qu'un investisseur va rechercher. Là, 500 €, ça serait exceptionnel. D'ailleurs, je vais mettre quelques guillemets parce que on va voir tout de suite dans l'étape 6 que les charges, par exemple, vont être un petit peu plus élevées que juste moins 30% et que le coût d'achat aussi va être un petit peu plus élevé, on va le voir. Donc je reprends les chiffres de notre bien. Donc 102 mètres carrés, 97 000 €. Et même 97 200 €. Par contre, les mètres carrés, j'ai oublié, 102 mètres carrés. C'est un grand appartement, on aura largement la place de faire nos travaux. C'est très bien. Le montant des travaux, on était parti sur 25 000 €, il me semble. Je vais vérifier quand même. Oui, on était parti sur 25 000 €. Ok, les frais de notaire sont calculés automatiquement dans mon calculateur. Ensuite, vous avez les frais de dossier bancaire. Essayez de les négocier à 0 €, c'est possible. Si vous n'y arrivez pas, j'ai déjà budgétisé à 500 € ces frais. Ensuite, vous avez la valeur du mobilier. Évidemment, pour une colocation, on va la louer meublée pour plusieurs raisons, hein. Ça va être premièrement d'offrir un service clé en main, où les locataires n'ont qu'à venir avec leur valise. Ensuite, ça sera aussi pour pouvoir se démarquer des autres, offrir un service supplémentaire et louer, pourquoi pas, un peu plus cher. Et dernièrement, ça sera fiscalement pour bénéficier du régime du loueur meublé. Toujours beaucoup plus intéressant que la location nue. Donc, ça va nous coûter à peu près 1 500 € par chambre avec un lit, un matelas, un dressing, un bureau, une table basse, une chaise et une lampe. Et après, ça sera de l'électroménager, une table pour la cuisine, une chaise, voilà, un canapé. Alors, j'en ai peut-être pas parlé pour le moment, mais la transformation de l'appartement, on va créer une 4e chambre. J'en ai peut-être pas parlé. Donc, ce qui se fait maintenant, c'est de prendre sur le salon actuel. Hein, prendre le salon et le transformer en chambre. Et du coup, vous vous retrouvez avec une salle et une pièce de vie commune qui fait cuisine, salle à manger et salon. Si vous dites non, mais mes locataires n'accepteront jamais ça, ils ont besoin d'avoir un vrai salon pour eux, ben, je vous invite à regarder les offres concurrentes et à visiter si c'est nécessaire, mais pour bien vous rendre compte des offres proposées, et je suis sûr que les concurrents ont déjà transformé le salon en chambre. Maintenant, les jeunes sont soit derrière leur ordinateur dans leur chambre, soit à l'extérieur, dans les bars ou chez leurs amis pour se voir. Et ils ont toujours la pièce de vie commune qui est cuisine, salle à manger, salon, pour se retrouver si nécessaire. Donc ça ne doit pas être un frein. Bon, j'ai fait une aparté, mais j'avais oublié d'en parler. Donc la valeur du mobilier, pour moi, ça va vous coûter dans les 8 000 €. Pour le financement, on ne touche à rien, c'est comme l'étape 5, on emprunte la totalité et les taux restent les mêmes. Partie fiscalité, je vais en parler rapidement, je vais rappeler comment fonctionne la fiscalité dans l'immobilier.
En fait, ça dépend déjà de votre tranche marginale d'imposition, le fameux TMI, qui est défini par vos revenus de salarié. Plus vous gagnez d'argent, plus vous montez de tranche. Là, je prends l'exemple par exemple pour quelqu'un qui a un TMI de 30%. Ça veut dire que chaque euro touché dans l'immobilier va être taxé à 30%, plus il va falloir rajouter la CSG, les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc en fait, vous allez plutôt être taxé à 47,2%. C'est vraiment énorme et ça impacte fortement le cash flow et la rentabilité d'un bien. Heureusement, avec la location meublée, vous allez pouvoir amortir le prix d'achat du bien. Donc 97 000 euros, vous allez pouvoir l'amortir sur 30 ans. Ça fait près de 3 000 euros par an. Ensuite, vous allez pouvoir amortir la valeur des travaux. Ça, c'est pareil en location nue. Ce qui n'est pas possible en location nue, et ce qui est possible en location meublée, c'est d'amortir la valeur des frais de notaire. D'accord ? Les frais de dossier, ça c'est pareil en location nue, on peut amortir. Et les frais du mobilier, sur 6 ans, on peut amortir. Donc ce qui signifie qu'on va avoir une montagne de déficit, à peu près de 138 000 euros. Et année après année, on va rogner sur ce déficit pour enfin ou malheureusement payer des impôts. Mais ce qui signifie que pendant toutes ces années où vous avez du déficit, vous allez payer 0 € d'impôt. D'accord ? Le déficit est reportable d'année en année, donc vous ne perdez pas tout votre déficit en une année. J'espère aussi que vous avez compris l'intérêt de faire des travaux, donc dépenser de l'argent pour rénover votre bien, l'améliorer, créer de la valeur, le louer plus facilement et le louer plus cher. Tout ça, vous allez pouvoir l'amortir au niveau fiscal. Et donc, au lieu de payer des euros dans les impôts, vous payez des euros pour rénover un bien. C'est quand même beaucoup mieux. Regardez vraiment la location meublée, vous allez voir que c'est le régime fiscal le plus intéressant pour l'investissement immobilier. Ensuite, on a les recettes locatives. Donc, si on loue à 400 € chaque chambre, il faut prendre en compte aussi une vacance locative. Pour une colocation, moi je prends toujours 1 mois de vacances locatives. C'est comme si vos 4 chambres restaient vides pendant 1 mois. Et donc ça correspond à 8% dans mon calculateur. Automatiquement, les revenus vont baisser de 8%. Voilà. Puis on a les charges d'exploitation. Là aussi, un gros morceau. Si vous faites gérer votre bien par une agence, ça sera entre 7 et 8% des revenus bruts. Ensuite, vous allez aussi avoir des frais d'entrée-sortie. Si on budgétise 2 départs et 2 entrées par année, personnellement, moi je paye un forfait de 75 €, ça nous coûterait 150 €. Vous renseignez-vous auprès des agences locales pour savoir leurs tarifs et les prix pratiqués. C'est toujours bon de préparer son investissement. Ensuite, vous avez la taxe foncière et les charges de copropriété. Ça, il va falloir les demander aux propriétaires. Des fois, elles sont indiquées dans l'annonce. On va regarder. Donc, copropriété de 70 lots, mais on n'a pas d'informations sur les prix pratiqués. Donc, très important de savoir aussi ce qui est compris dans les charges de copropriété. Des fois, tout est compris, eau, électricité, chauffage, et des fois, c'est juste l'eau. Je vais partir quand même sur des charges assez élevées, de 150 € par mois. Donc, ça nous fait du 1800 €, c'est ça. 1800 € à la fin de l'année. C'est une estimation à faire vérifier. Pareil pour la taxe foncière, je vais garder 800 €. On a un bien de 100 mètres carrés, on ne sera pas très loin. Moi, je budgétise aussi un budget travaux et futures réparations dans votre investissement. Donc, je prends un demi-mois de loyer, donc ici 800 €. Parce que vous aurez toujours des travaux dans l'immobilier à faire, que ce soit pour changer du mobilier ou des interventions pour une prise électrique, une fenêtre, un lavabo, etc., etc. Et ensuite, pour finir avec les charges,
ça sera l'assurance propriétaire non occupant qui devrait tourner autour des 150 € pour une colocation dans un appartement. Ok, donc déjà, on n'a pas du tout les mêmes charges que dans l'étape 5, on avait juste fait moins 30%. Là, on est quand même bien plus précis. Donc, on a des premiers retours sur investissement, des premiers rendements, alors qui ont l'air très intéressants. Mais le plus important, c'est vraiment savoir si vous avez de l'argent qui rentre dans votre poche ou au contraire, si vous avez de l'argent qui sort de votre poche. Donc, c'est ce qu'on appelle le cash flow. Je le répète depuis le début. Et donc les résultats sont très positifs, 360 € et plus de 4000 € à l'année. Là, c'est vraiment le type d'opération qu'on va rechercher. Je le répète, on a un bien de 97 000 € qui va arriver dans notre patrimoine tout seul, parce qu'on a mis 0 € d'apport. En plus, on va gagner 360 € tous les mois, ce qui signifie aussi qu'on n'aura pas de problème pour emprunter à la banque, parce qu'on gagne de l'argent tous les mois. Et aussi, il n'y aura pas de problème pour réinvestir. C'est comme ça que font les investisseurs à succès et qui achètent 10, 15, 20 biens en 2-3 ans. C'est parce que sur chaque bien, ils gagnent de l'argent. Et comme ça, il n'y a pas de raison que la banque refuse votre prêt. Donc là, c'est vraiment excellent. Vraiment, vraiment très bien. On va voir quand même si on ne peut pas améliorer ces chiffres et comment on pourrait faire pour les améliorer. Donc j'enregistre le scénario de base. Après, j'enregistrerai d'autres scénarios que je vais comparer à la fin de cette vidéo. Ok, scénario de base. Ok. Après, le meilleur moyen pour augmenter son cash flow, c'est de négocier le prix d'achat. Même si vous négociez que 1000 €, demandez-vous en combien de temps vous avez gagné 1000 € dans votre vie. Clairement, vous aurez gagné votre journée, voire votre semaine, voire même votre mois pour la plupart des gens. Donc, je vais partir sur une négociation de 5000 €. C'est pas grand-chose, c'est à peine 5% du prix d'achat. Je vais enregistrer le scénario. Et je vais faire un autre scénario avec une négociation de 10 000 €. Donc, je renlève 5000 €. C'est vraiment pas grand-chose. Après, je vais enregistrer ce scénario. Pour les bricoleurs, on pourrait réduire le budget de travaux en faisant une partie des travaux soi-même. Pourquoi pas. Ok. Ensuite, ça va être au niveau du financement. Le meilleur moyen d'augmenter son cash flow, c'est d'augmenter la durée du prêt. Pour certains prêts, on peut arriver à 25 ans. Alors, on parle souvent de prêt gigogne. C'est l'accumulation de 2 prêts. Donc, on pourrait faire un prêt de 10 ans suivi d'un prêt de 15 ans, par exemple. Dans notre cas, on emprunte 127 000 €, ce qui reste une somme assez faible pour un investissement immobilier. Donc, déjà qu'on a un cash flow intéressant, on ne va pas prendre de durée plus longue. Après, bien sûr, le taux du crédit va jouer sur les montants des mensualités. Donc, si vous devez faire baisser un des deux taux, vraiment choisissez le taux de l'assurance du crédit. Pourquoi ? Parce que le taux de l'assurance du crédit est calculé en fonction du capital total emprunté. Ça n'évolue pas au fil des ans. Alors que le taux nominal du crédit, lui, est calculé sur le capital restant dû. Ce qui signifie qu'au fil des années, quand vous allez rembourser votre capital, les intérêts vont baisser. Et sur 20 ans, ça fait une grande différence. Donc, vraiment, si vous deviez baisser un des deux taux, regardez le taux de l'assurance. Après, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est vraiment de se faire financer à 110% à la banque. Donc, une fois que vous avez votre prêt, ce n'est pas 0,1, 0,2, 0,3% en plus qui doivent vous refroidir. Ensuite, on a les recettes locatives, évidemment. On peut faire une estimation avec un loyer un petit peu plus élevé. On pourrait partir sur 420 € par chambre au lieu de 400. Donc si on est à 420 € par chambre, on arrive à 1680 €. Et
je vais noter ce scénario. Ok. Ensuite, ça va être les charges déductibles. Hein. Surtout les frais d'agence. Ça, c'est les premières charges auxquelles on pense. Alors moi, je ne suis pas forcément pour ne pas faire gérer son bien parce que gérer son bien par soi-même, ça prend beaucoup de temps. Même moi, je l'ai fait au début. Hein. On se rend compte aussi du travail que c'est. Et passer du temps à gérer son bien, c'est aussi ne pas avoir plus de temps pour réinvestir, acheter d'autres investissements, acheter d'autres appartements. Donc, on peut faire un scénario sans frais de gestion, mais je vous conseillerais quand même de faire un scénario avec frais de gestion, parce que peut-être que dans 7-8 ans, vous en aurez marre de vous en occuper et que vous aurez envie de déléguer un petit peu. Donc, on va faire un calcul sans frais d'agence. Et puis après, on pourrait aussi faire une estimation avec une taxe foncière plus élevée, hein, quand on aura les chiffres exacts. Donc imaginons une taxe foncière de 1 200 €. C'est un exemple pour vous montrer l'impact aussi des frais. Donc là, forcément, des frais supplémentaires, on va avoir un cash flow moins intéressant. Donc je vais mettre charge plus 400 €. Et donc on va comparer les scénarios ensemble grâce à mon petit bouton magique. On a plein de chiffres, plein d'informations intéressantes, mais nous, on va centraliser sur le cash flow. Hein. Donc, on revoit nos scénarios de base. Donc, on était quand même à 362 €. Je le répète, il y a peu d'investisseurs qui arrivent à ce cash flow-là, hein, honnêtement. Si vous pouvez avoir 360 €, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez foncer. Puis après, si on négocie 5 000 et 10 000 €, je le rappelle, hein, c'est aussi à vous de fixer votre prix. Si vous voulez avoir 400 € minimum de cash flow, c'est votre sécurité. Vous prenez des risques, hein, vous empruntez quand même de l'argent. Donc, si vous dites, moi c'est 400 € minimum de cash flow, ben, vous savez que dans notre exemple, vous devez acheter dans les 87 000 €, tout simplement. Ça fait quand même 50 € de plus tous les mois pendant 20 ans. Ça fait quand même une belle somme à la fin. Ensuite, si on augmente le loyer de seulement 20 € par chambre, on passe de 476 à 485 €. On voit l'importance du loyer. De toute façon, c'était la base de tout, savoir augmenter les revenus locatifs de notre investissement. Ensuite, sans agence, on est pratiquement à 600 € de cash flow. Donc là, on explose. Pourquoi pas faire ça pendant 2-3 ans, histoire de se remplir les poches, montrer à la banque qu'on gagne de l'argent et acheter d'autres biens. Et puis le dernier scénario, on avait pris en compte des charges et la taxe foncière plus élevée de 400 €. Et ben on voit quand même qu'on perd pratiquement 30 € par mois. Bon, on perd au final 400 € parce qu'on doit les payer en charge. Ok, bon ben j'espère vous avoir montré à Brest qu'il était possible d'investir. Donc règle numéro 1, c'est transformer le bien, augmenter les revenus. Donc il y a la division d'appartements, l'immeuble de rapport, la colocation, la location courte durée. C'est possible, je vous laisse le choix et le soin de faire vos propres calculs. Ensuite, c'est prendre un prêt sur la durée la plus longue possible et s'assurer tout simplement qu'on ait un bon cash flow. Si vous voulez faire vos propres calculs de rentabilité, vous pouvez télécharger mon calculateur dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi télécharger mon guide pour faire la bonne affaire dans lequel je donne 7 astuces pour acheter en dessous du prix du marché. Si vous voulez en apprendre toujours plus sur l'investissement immobilier, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et moi, je vais vous souhaiter de très bons investissements à tous et je vous dis à la prochaine.